most everyone who would call me is sound asleep. But Are they? No. You never know. Okay, can people take their seats? We're going to kick off in a minute because we are live streaming and we don't want to run too far behind schedule. I know we're dealing. Bien, nous allons commencer pour ne pas avoir trop de retard. Je sais que nous avons plusieurs fuseaux horaires, États-Unis, Australie et ici. Bokar est en web streaming et nous entend, n'apparaîtrait pas encore sur l'écran. Nous attendons son appel. Alors, je m'appelle Claire Daly, je suis nouvelle députée irlandaise. Je suis avec mon collègue Mac Wallace, indépendant pour le changement, et nous sommes là avec nos collègues irlandais, Flanagan, entre autres, et nous avons organisé la réunion d'organiser. Alors, c'est organisé par notre groupe, mais je suis ravi d'avoir ici des représentants d'autres groupes politiques et pas seulement de notre parti irlandais, parce que c'est une affaire qui concerne tout le monde et c'est précisément le message que nous voulons transmettre ce matin. Je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas très bien le Parlement européen. Je vous précise que vous avez droit à l'interprétation en anglais, français, allemand, espagnol, portugais et grec. Donc si vous souhaitez entendre ces débats dans votre langue, vous pouvez en bénéficier. Alors nous sommes ravis d'avoir tous nos orateurs ce matin et d'avoir 2 participants par vidéo ce matin. Il s'agit d'une manifestation très importante et nous sommes ravis de la présence ici dans cette salle. Nous sommes ravis également de ceux qui nous suivent sur Internet. Et je salue mes collègues parlementaires qui suivent ceci alors qu'ils appartiennent à d'autres groupes. Alors, je vais revenir sur la base même de l'affaire Assange et la raison qui nous réunit aujourd'hui, parce qu'il faut utiliser au mieux le temps que nous avons à notre disposition. Je voudrais tout d'abord saluer parmi nous John Shipton, Julian Start aussi, qui fait un tour d'Europe. Ils prendront la parole depuis la tribune. Alors, depuis le mois d'avril, ça fait 7 mois à peu près, le journaliste australien de Wikileaks, Julian Assange, est dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres. Il a été accusé à 17 chefs d'accusation au titre de la loi américaine sur l'espionnage. Et il faut bien savoir que les accusations ne portent que sur la publication de 2010 de gouvernement américain, de documents américains sur la guerre en Afghanistan et en Irak. Les documents ont été repris par Wikileaks et ont été repris également dans certains grands journaux mondiaux. Je pense que tout le monde s'accordait à dire qu'il c'était un moment clé du journalisme d'enquête. Ce qui s'est vraiment passé, c'était que des informations très intéressantes pour l'opinion publique ont été présentées, certains crimes de guerre, collusion entre le gouvernement et le secteur privé, ingérence dans les affaires de certains pays, enfin des dossiers très sérieux. Et il est quand même ironique que nous nous rencontrions ici après la journée internationale de la défense des journalistes et c'était les vidéos qui, elles, ont retenu l'attention lorsque on a pu filmer, on a pu avoir accès à des vidéos d'un hélicoptère américain Apache qui tirait sur la population en Irak et qui a tué notamment 2 journalistes américains. Le monde était choqué. Dans la publication, il y avait également des dossiers de prisonniers retenus à Guantanamo, des gens qui avaient été enlevés illégalement par les États-Unis. Et lors de la guerre contre le terrorisme, il y a également la restitution extraordinaire en dehors de toute règle juridique. Dans les publications, il y avait également les journaux de guerre en Irak, en Afghanistan. Il y avait liste d'assassinats secrètes. Il y avait l'ordre 424 en Irak, des instructions secrètes qui demandaient aux troupes américaines de ne pas tenir compte des preuves de torture du fait des forces irakiennes. C'était ici des crimes condamnés par la Convention de Genève. Il y avait des allégations également d'ambassades américaines qui s'ingéraient dans toutes les affaires de la planète. En Irlande, dans mon pays, les États-Unis ont utilisé nos aéroports
pour se rendre dans les zones de combat du Proche-Orient. Et on a retrouvé ceci partout dans les 4 coins de la planète grâce aux informations que nous a donné Wikileaks. Voilà ce qui sous-tend toute cette affaire. C'est de ça dont nous parlons. C'était, et ce sont certainement encore, les documents les plus dévoilés au public. C'est quelque chose de sérieux qui a eu un impact considérable sur les citoyens aux 4 coins du monde. Et donc, ici, c'est une revanche. Et Julian Assange paye chèrement cette volonté de vengeance. Voici l'enjeu. Nous savons que c'est le gouvernement Obama qui a commencé à lancer les enquêtes pénales contre Assange tout au début. Et nous avons également des demandes d'enquête encore sous scellé qui ont commencé dès 2011. Voici pourquoi il avait demandé asile dans l'ambassade d'Équateur à Londres en 2012. Et après un examen détaillé de son dossier, le gouvernement équatorien lui a donné l'asile. Personne n'y croyait. Tout le monde pensait que c'était une petite ruse pour éviter des accusations en Suède. Mais nous savons maintenant que c'était vrai, que c'était quelque chose de très sérieux, une menace sérieuse sur agence. Il y a un nouveau gouvernement en Équateur. Le gouvernement américain a fait pression en échange d'un prêt du FMI, et il a été ensuite remis aux autorités britanniques en une heure. En une heure, l'acte d'accusation américain a été présenté et il a été officiellement accusé par le gouvernement américain suite à ce qu'il avait fait en 2010. 2 mois plus tard, 17 accusations supplémentaires dans le cadre de la loi sur l'espionnage ont été présentées. Il risque donc d'être condamné à 175 ans de prison. C'est l'attaque la plus violente de notre génération contre la liberté de presse. Avant de parler à mes collègues, je voulais vous dire 2 choses rapidement et mettre l'accent sur ce qui suit. Il est poursuivi uniquement pour avoir publié les documents de 2010. Rien d'autre de ce qui s'est passé entre-temps. Alors que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, que vous croyez que ces histoires sont vraies ou non, toutes ces affaires à l'ambassade, etc. En fait, ça n'a aucune importance. Les faits sont clairs. Il n'y a aucun doute qui subsiste. Il s'agit des révélations de 2010 et cette poursuite en justice représente une menace très sérieuse aux libertés publiques et aux droits fondamentaux. Il ne s'agit pas que de la vie d'un homme, même si sa vie est en danger, et Niels le soulignera. Mais ça va bien plus loin. Les implications sont considérables et vont largement au-delà de la vie de Julian Assange. Il s'agit ici d'un journaliste australien qui est poursuivi au Royaume-Uni pour espionnage par les États-Unis pour une publication journalistique en Grande-Bretagne. C'est absolument incroyable que ceci puisse avoir lieu. C'est la liberté d'expression, ce sont les droits fondamentaux, c'est un cas exemplaire, un élément clé, et au nom de tous, je puis dire que nos initiatives visent ici à renforcer le soutien de tous les groupes, de toute la société civile à Julian Assange, et je suis ravi de pouvoir accueillir ici beaucoup de journalistes, des activistes des droits numériques, des gens qui comprennent quelles sont les implications sérieuses de ce qui se passe. Mais nous ne voulons pas simplement que vous écoutiez les excellentes interventions de notre panel, nous voudrions qu'après vous utilisiez ces informations pour changer la teneur des discours, parce qu'il s'agit de l'affaire d'extradition qui commencera au mois de février, et il y a des éléments très inquiétants dans cette affaire dont il s'occupera. Mais je voulais vous dire clairement que si ces accusations avaient fait l'objet d'une poursuite en 2011 tout de suite, le monde se serait révolté parce que ça aurait été sur ce qui s'est passé en 2010, sur les publications de 2010. Mais nous sommes en 2019 et nous voudrions revenir en 2011. Il faut oublier ce qui s'est passé entre 2011 et 2019. Nous avons ici des journalistes qui sont affiliés à des groupes politiques, d'autres qui ne le sont pas, et nous voulons également ensuite qu'il y ait des députés qui iront assister au procès en février. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui s'y rendront. L'extradition n'est pas inévitable, il y a des dérogations pour les journalistes, et poursuivre un journaliste pour espionnage est par définition un acte politique. Je vous remercie d'être venu. Je remercie notamment nos panélistes. Je donne la parole à Fernando maintenant, dont la tâche est d'introduire nos 4 excellents orateurs.
Thanks, Claire, and thanks for giving. Merci Claire, merci de me donner l'occasion de participer à cette manifestation. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. Le journalisme n'est pas un crime. C'est le titre de l'audition organisée par la GUE aujourd'hui. Et cela me fait penser que le journalisme et la liberté d'expression sont souvent les premières victimes en cas de conflit ouvert. Le journalisme a été visé partout dans le monde, dans toutes les régions connaissant des conflits. Moi, j'en ai une expérience au Pays Basque. Il y a eu les fermetures de journaux, l'utilisation de la torture de la part de la police espagnole contre les journalistes dans le contexte du conflit basque. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de la numérisation, donc ce qui nous préoccupe en tant que citoyens européens est de défendre la vie privée, l'utilisation des données privées qui sont utilisées sans aucune autorisation. Et cette occasion nous permet de défendre le journalisme et le droit à la liberté d'expression, ainsi que la protection des données privées et se préoccuper des innovations technologiques. Nous avons avec nous aujourd'hui David Green, qui est conseiller juridique et directeur pour les libertés civiles de l'organisation Electronic Frontier, qui défend les droits numériques. Il défend la liberté d'expression et il a lancé plusieurs plaintes stratégiques. Auparavant, il a été conseiller juridique pour le projet Premier Amendement, ainsi que directeur de la campagne nationale pour la liberté d'expression. Il était membre fondateur, avec David Sobel et Shaya Steele, de l'Alliance pour la liberté d'expression et de l'Association des journalistes de la Californie du Nord. Le comité directeur sur le droit en communication et de plusieurs autres organisations aux États-Unis. David et sa fondation ont réalisé plusieurs interventions importantes dans l'affaire Assange depuis la première accusation était connue au mois d'avril. Et il a prévu, il avait raison, que l'affaire gouvernement américain contre Assange avait beaucoup plus d'implications qu'on pouvait s'imaginer. Et donc, il est venu ici pour nous en parler. Thank you, Fernanda. Thank you, Claire, and thank you. Merci, Fernando. Merci, Claire. I had no trouble accepting this invitation. Merci de m'avoir invité. Que j'ai accepté cette invitation par moi. C'est vraiment un moment très important pour le droit américain et pour le droit international. On a parlé de la loi sur l'espionnage. Julian a reçu 18 actes d'accusation, dont 17 fondés sur sa loi sur l'espionnage. C'est-à-dire que cette loi prévoit que l'obtention, la diffusion d'informations liées à la sécurité nationale est punissable par la loi. C'est une loi date d'il y a un siècle et jusqu'à présent aux États-Unis, elle n'a jamais ciblé les activités journalistiques. Et donc, ce serait vraiment la première fois que cette loi serait utilisée contre des journalistes, contre des pratiques journalistiques très courantes. Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Alors, je voudrais examiner dans le détail les accusations pour comprendre de quoi Julian a été accusé et qu'il s'agit de pratiques journalistiques standards. Par exemple, alors quels sont les principaux éléments de l'accusation? En 2009, Wikileaks a publié une liste
d'informations fuitées en deux catégories. Il y aurait d'une part des bases de données, dont une qui s'appelait Télépédia, et d'autre part des documents, des renseignements concernant la participation aux guerres en Irak et en Afghanistan, et qui servent donc de base pour l'accusation. Il s'agit tout simplement de le condamner parce qu'il recherchait des informations. Donc, on tente de pénaliser des actions telles qu'encourager une source à fournir des informations et le fait de recevoir des informations. Donc, le terme encourager a été utilisé à 9 reprises dans l'acte d'accusation. À chaque fois, donne l'impression que rechercher, c'est quelque chose d'illégal, que les journalistes ne devraient pas rechercher des sources d'informations, que ce soit des sources identifiées ou des sources inconnues venant avec des informations. Dans l'accusation, on évoque le message que Assange avait envoyé à Chelsea Manning. Chelsea Manning avait obtenu des informations qu'elle a transmises à Wikileaks, qui les a publiées. Puis elle n'avait plus d'autres informations, mais elle en a recherché et du coup elle a eu des ennuis à cause des mesures de sécurité. Elle dit qu'elle ne pense pas pouvoir en obtenir davantage. Et donc ce simple fait se trouve à la base de ces actes d'accusation. Donc on l'accuse d'avoir recherché, encouragé Chelsea Manning à violer la législation pour obtenir des informations. Alors qu'il s'agissait en fait de quelque chose, d'une déclaration sans gravité de la part d'un journaliste qui soutenait obtenir des informations et qui encourageait sa source à en découvrir. Ce qui est intéressant concernant cet acte d'accusation, c'est que donc on l'accuse d'avoir dit qu'il était intéressé par des informations, d'avoir encouragé sa source à fournir ces informations et enfin d'avoir obtenu ces informations dans le but de les publier et enfin de les avoir publiées sur Internet. Ce sont donc les 4 actes d'accusation, les 4 charges qui forment la base des 17 actes d'accusation. Encore un mot sur la loi sur l'espionnage qui date donc d'il y a un siècle, comme je le disais. On ne l'a jamais utilisée contre des pratiques journalistiques. En fait, il y a très peu d'exceptions dans cette loi sur l'espionnage. Donc il n'est rien dit sur le fait de publier des informations dans le cadre des pratiques journalistiques, ni non plus de publier quelque chose pour le bien commun. Tout cela n'est pas pris en compte dans la loi sur l'espionnage. Et donc cette loi était en quelque sorte un accord de consensus entre les juges et les journalistes pour dire que cette loi n'est pas censée s'appliquer c'est-à-dire aux journalistes. Parfois, ça a été invoqué par le ministère de la Justice à l'égard de certains journalistes, mais ça n'a jamais servi de base pour l'accusation contre des journalistes. D'après la législation américaine, les personnes ont le droit absolu de publier des informations véridiques dans l'intérêt public, quelle que soit la source de ces informations, même si la source a obtenu ces informations de manière illégale, à condition que le journaliste n'ait pas violé la loi pour obtenir ces informations. C'est un principe très important du droit américain et
Donc on ne pourrait pas appliquer la loi sur l'espionnage aux journalistes qui se sont contactés d'obtenir des informations. Donc, comme je disais, la loi date d'il y a un siècle, la situation a évolué depuis, mais je crois que dans l'affaire Assange, il y avait une différence entre la façon dont on le voyait en tant que personnalité politique en 2011 et le fait qu'on voulait en faire un cas exceptionnel. Alors que ça pouvait aussi ouvrir la voie pour continuer à porter des accusations contre les journalistes. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Lorsque les Américains disent que le cas d'Assange est différent, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc le fait qu'on ait eu recours à la loi sur l'espionnage pour ce genre de pratique est vraiment une nouveauté et peut avoir des implications sur les pratiques journalistiques à l'avenir. En fait, Assange a été accusé non seulement d'avoir violé directement la loi sur l'espionnage, mais aussi d'avoir aidé et encouragé ses sources à commettre des crimes, les inciter à violer la loi. Et donc on l'accuse d'avoir demandé à ses sources et de les avoir aidés à encourager à fournir des informations. Donc on considère en quelque sorte que les journalistes ne sont que complètement passifs s'agissant de recevoir des informations. Elles ne peuvent recevoir des informations seulement sans les avoir sollicitées, ce qui n'est pas très bon pour la fonction journalistique, le métier de journaliste dans les démocraties. Alors bien que la loi sur l'espionnage parle de menaces pour la défense nationale, de secret de défense, etc., les États-Unis considèrent que la publication de tout matériel confidentiel peut avoir des conséquences pour la sécurité des États-Unis et que la personne ayant commis cela devait être consciente de porter atteinte à la sécurité des États-Unis. Alors, je voudrais parler pendant quelques moments, pendant quelques instants, de ces accusations, des accusations concernant la publication des informations. Il y a trois actes d'accusation, 15, 16 et 17, qui concernent la publication des informations sur Internet. Et comme l'a dit Claire, ce sont des accords sur des activités significatives en Irak, en Afghanistan, et les télégrammes du département d'État. Il faut comprendre que Wikileaks n'était pas le seul média à publier ces informations. Ces informations étaient publiées par des médias partout dans le monde, The Guardian, Al Jazeera, Le Monde, considérant qu'il s'agissait d'informations importantes et que le public avait le droit d'en prendre connaissance. Alors, dans l'accusation, on dit que, en fait, que Wikileaks avait révélé des noms impliquant que dans le cadre d'un travail journalistique, ce fait ne devrait pas avoir lieu. Il ne faut pas qu'il y ait de révélation de nom. Mais ce qui n'est pas du tout prévu par la loi. Oui, on parle de sources d'informations provenant d'Irak et d'Afghanistan. Mais encore une fois, la loi sur l'espionnage
ne prévoit pas que cette interdiction. Il y a d'autres exemples où les médias grand public décident de révéler les noms de sources secrètes parce qu'ils considèrent qu'il est important que leur identité soit connue. Donc il n'y a pas de distinction claire dans la pratique concernant la révélation des noms des sources secrètes. Juste un moment pour vous parler du fait qu'à l'origine, Assange a été accusé dans le cadre de la loi anti-piratage qui considère que avoir accès sans autorisation à un système informatique est punissable par la loi. Et cela couvre toutes sortes de pratiques qui couvrent les recherches journalistiques en matière de sécurité nationale. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les accusations ne sont pas vraiment étayées. On parle par exemple du fait que Chelsea Manning a eu du mal à accéder à une base de données. Elle en a parlé à Assange, qui a dit qu'il pourrait essayer de l'aider. Elle lui a envoyé un mot de passe partiel. Il lui a répondu qu'il n'avait pas les moyens de l'utiliser. Il lui a demandé davantage d'informations. Mais et c'est tout ce que l'on sait. Donc on ne sait pas si finalement elle a réussi ou pas. Donc la loi ne couvre pas des tentatives de pénétrer dans un système. Et donc, en fait, la plupart des actes dont on l'accuse font partie du métier journalistique et la plupart d'entre vous les avez peut-être déjà commis sans le savoir. Mais l'accusation laisse entendre qu'il y aurait eu une conspiration concernant la communication entre Assange et Chelsea Manning. Et le fait que Assange n'ait pas révélé le nom de Manning comme étant sa source, en supprimant les noms d'usagers et des logs de données pour protéger son identité, alors que c'est une pratique journalistique normale. Enfin, elle a encouragé Manning à produire des informations et qu'ils ont utilisé aussi un dossier secret pour transmettre ces informations. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant, mais j'insiste beaucoup sur le fait que l'utilisation de cette loi pour l'accusation d'Assange va à l'encontre d'une tradition vieille d'un siècle. Une loi qui n'était pas censée être utilisée contre les journalistes et leurs pratiques. C'est ce qui nous préoccupe actuellement. On donne la parole à tous les panélistes et alors nous avons le plus de temps possible pour le débat. Okay, thanks very much. Merci David. Voilà qui était fascinant et très inquiétant. Ma tâche est de vous présenter maintenant le professeur Niels Melzer, qui est président de l'Académie genevoise des droits humains. Il est également professeur de droit international à l'Université de Glasgow. Le 1er novembre 2016, il a été nommé rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres traitements cruels, inhumains, dégradants
M. Meltzer a pendant 12 ans travaillé auprès de la Croix-Rouge internationale en tant que conseiller juridique délégué et chef adjoint de délégation dans plusieurs régions de conflit du monde. Le 9 mai de cette année, M. Meltzer a rendu visite à Julian Assange, à la prison de Belmarsh, dans le cadre de son mandat des Nations Unies, et il était en compagnie de 2 experts médicaux qui ont évalué la santé conformément aux règles d'Istanbul qui sont là pour définir les situations de torture. Le rapport publié le 31 mai était clair. Je cite, « En plus de mots physiques, M. Assange a montré tous les symptômes caractérisant une exposition prolongée à la torture psychologique, y compris un stress extrême, une crainte chronique et un traumatisme psychologique profond. Les preuves sont évidentes et nombreuses. M. Assange a été délibérément, pendant plusieurs années, exposé à des formes progressives et graves de traitements inhumains ou dégradants, dont les effets cumulés ne peuvent être décrits que comme torture psychologique. Dans le mois qui vient de s'écouler, le professeur Meltzer a mis en garde comme quoi la santé de M. Assange se dégradait rapidement et que sa vie était en jeu. Nils Meltzer vous présentera le résultat de son travail aujourd'hui, nous dira comment les traitements arbitraires et cruels contre Julian Assange par les autorités britanniques et américaines est une forme de terrorisme appliqué aux journalistes. Merci. Alors, de toute évidence, cet effort présente tellement de faits que l'arbre peut facilement cacher la forêt. D'emblée, je voudrais donc prendre un peu de recul pour voir l'ensemble. À quoi servent nos institutions démocratiques? Quelle est leur raison d'être? Et quel est leur rôle? Il y a 200 ans, un peu plus d'ailleurs, sur ce continent en Europe, nous étions dirigés par des gens qui avaient en main le pouvoir absolu, qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il y a 200 ans à peu près, nous avons tous décidé que ça ne nous plaisait pas. Et nous avons créé des États qui devaient être des démocraties gouvernées par les peuples qui y habitaient. Et les règles qui géraient ces pays devaient respecter la séparation des pouvoirs. Donc nous avons eu un pouvoir exécutif qui devait suivre les affaires gouvernementales au quotidien. Il y a eu un gouvernement qui devait appliquer les règles et il y avait l'état de droit qui s'appliquait à tout le monde, y compris aux responsables. Et puis il y avait un pouvoir judiciaire qui devait s'assurer du bon fonctionnement des autres pouvoirs, qui devait les contrôler et veiller à ce qu'ils fonctionnent conformément aux règles de droit. Alors je ne vais pas ici vous donner un cours d'histoire, mais ce qui est important, c'est d'avoir tout ceci bien présent à l'esprit. C'est ça l'enjeu. La séparation des pouvoirs existe et pour que ça fonctionne, il faut des processus. Les droits de procédure doivent être respectés devant les tribunaux. Il faut respecter les droits humains de tout un chacun pour que le système puisse fonctionner. Et si les différents pouvoirs dans un pays donné ont une certaine tendance à faire des collusions, ce qui est le cas, parce que nous sommes des anges, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains. Et nous avons une presse libre qui n'est pas là pour nous divertir, mais pour nous informer, pour nous donner un pouvoir de contrôle. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous situons, c'est dans ce contexte-là qu'il faut se situer. Et si nous nous concentrons tous pendant un moment sur M. Assange et sur ceux dont on l'accuse, avec Wikileaks, mise à disposition d'informations secrètes. Mais alors tout d'abord, pourquoi faut-il des informations secrètes? Alors la confidentialité peut avoir ses raisons d'être, mais il faut les justifier. Ce n'est pas simplement parce que vous aimeriez que quelqu'un soit classé confidentiel que ça doit forcément être mis à l'égard des opinions publiques. Parce que ce sont les opinions publiques qui doivent régner, en fait, et gérer la démocratie. Donc il faut avoir tout ceci bien présent à l'esprit.
ce dont on accuse Julian Assange aux États-Unis, c'est d'avoir fait du journalisme d'enquête. Or, il en faut. Il en faut, c'est une nécessité absolue pour que nos démocraties soient saines. Si les informations dévoilées ont été nuisibles, eh bien, à ce moment-là, il y a toute une série de procédures juridiques. Wikileaks, en tant qu'organisation, pourrait être poursuivi en justice. Ça ne s'est pas fait. Et lorsqu'il y a eu volonté de le faire aux États-Unis, ça a été rejeté par un juge qui avait dit qu'il y avait là le premier amendement qui s'appliquait sur la liberté d'expression. Donc, si M. Assange a fait des délits en Suède, alors il doit les répondre à la justice suédoise. Mais il faut également une procédure respectant les règles de l'état de droit. Pendant 9 ans, il n'y a pas eu d'accusation en la matière. Il n'y a juste eu qu'une enquête préliminaire et la Suède n'a pas réussi à démontrer qu'il n'y a ne serait-ce que des preuves suffisantes pour entamer un procès. Et il est maintenant détenu depuis plus de 6 mois au Royaume-Uni, mais il n'a même pas été interrogé. Alors est-ce une procédure qui tient la route? Mais si l'on examine ce qui, sur l'autre plateau de la balance, est en jeu, on a des preuves évidentes de crimes de guerre qui ont été commis. Nous avons des preuves de cas de torture à grande échelle. Nous avons des preuves claires de corruption, d'un grand nombre de violations de droits humains. Et il n'y a pas eu de poursuite, pas d'enquête, de la part d'aucun État qui ne cesse de se faire le chantre de l'État de droit. Alors, qu'est-ce qui est plus important pour une démocratie saine? Les crimes de guerre ou une accusation qui porte contre quelqu'un qui aurait essayé d'aider quelqu'un d'autre à décoder un mot de passe sans y parvenir et qui, à fin de compte, a fini par avoir des informations sur la mauvaise conduite de quelqu'un d'autre. Et dévoiler ces informations était de toute évidence dans l'intérêt public. Alors je ne parle pas d'une manière générale d'Internet et du mal qui peut être fait dans plusieurs secteurs par Internet. Mais parlons-en un jour. L'enjeu ici est autre. Alors, où est-ce que j'interviens en tant que rapporteur spécial sur la torture et les mauvais traitements? J'ai rendu visite à M. Assange en prison le 9 mai, un mois grosso modo après son arrestation par les autorités britanniques, alors qu'il avait été expulsé d'Équateur sans aucun procès juridique, d'ailleurs, à propos de procès équitable de nouveau. Il n'y en a même pas eu. Je savais que c'était un dossier très politique, donc je me suis rendu avec 2 experts médicaux, un psychiatre et un médecin légiste. Les 2 avaient travaillé sur la torture depuis des décennies. Ils savaient très bien quels sont les symptômes découlant de la torture ou de mauvais traitements et qu'est-ce qui viendrait d'autres conditions préexistantes. Ils savent également détecter les gens qui prétendent telle ou telle chose. Donc c'était des experts avec toutes les connaissances nécessaires. Ils ont examiné pendant 4 heures sur la base du protocole d'Istanbul qui est là précisément pour porter un jugement sur les victimes de torture. Le résultat était clair. Il avait tous les symptômes caractérisant les personnes qui ont été exposées à des tortures psychologiques pendant longtemps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas voir. Alors, je ne peux pas vous présenter tous les détails pour des raisons confidentielles du dossier médical, mais il y a des critères clairs d'anxiété, de stress, qui n'ont rien à faire avec le stress normal que peut avoir un prisonnier en prison pendant son procès. Le degré est tel que la personne en question ne peut plus se détendre du tout pendant des mois, pendant des années, ce qui peut avoir des conséquences physiques aussi sérieuses et est à l'origine d'une souffrance qui ne cesse de s'accroître. Dans le cas d'espèce, il était très facile d'utiliser les raisons de ces symptômes parce que il avait été isolé en un endroit précis pendant plus de 6 ans et exposé qu'à un nombre réduit de facteurs qui pouvaient être à l'origine de symptômes de ce genre-là. J'ai écrit aux autorités britanniques qui le détiennent et aux autres pays responsables de
la situation dans laquelle il vit depuis ces dernières années. La Suède, l'Équateur, les États-Unis. J'ai envoyé des lettres officielles exprimant mes inquiétudes sur 3 éléments. Tout d'abord, ce qui était à l'origine de ces symptômes. Je lui ai demandé à ces États de voir ce qu'ils avaient fait pour susciter un tel niveau de stress et d'angoisse. Je leur ai demandé de me dire pourquoi ils n'étaient pas intervenus afin que ces conditions de vie deviennent supportables. Je leur ai demandé d'expliquer les violations des règles en Équateur, en Suède, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et j'avais demandé à ces pays de prendre des mesures urgentes pour réduire la pression sur cet homme, parce que les 2 experts médicaux m'ont dit que si la pression ne diminue pas d'ici peu, sa santé se dégradera rapidement, menaçant sa vie. Dix jours plus tard, il a été transféré à l'unité de soins médicaux de la prison de Belmarsh. Donc notre analyse était bonne. J'ai dit aux autorités carcérales le jour de ma visite ce que je pensais de la situation. J'ai informé le gouvernement britannique qui ne jugeait pas qu'il était nécessaire de répondre à ma lettre pendant 4 mois. 5 mois après ma visite, le 7 octobre, j'ai reçu une réponse d'1 page me disant rejeter toute allégation de torture de M. Assange et que son dossier sera traité devant les tribunaux britanniques. Il n'y a eu aucune offre de dialogue, aucune explication, quelle qu'elle soit. Et ceci 5 mois plus tard. Entre-temps, M. Assange est resté détenu en isolement. Il n'a pas de contact avec le reste de la population carcérale. Lorsqu'il passe dans les couloirs de la prison, il n'y rencontre personne. Il n'a de contact avec aucun co-détenu, ce qui est très difficile pendant des mois et des mois. Il est surveillé en permanence. Donc des conditions très stressantes. Et ce n'est qu'en octobre, alors qu'il avait été arrêté en avril, qu'il a eu accès à son dossier juridique. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes défendeur en justice et vous n'avez pas accès à votre dossier. Je suis certain que son procès aux États-Unis sera court, secret, et que très probablement il disparaîtra pour le reste de sa vie dans des conditions terribles dans une prison haute sécurité. Des prisons qui ont été souvent critiquées par mon prédécesseur et par des collègues à moi américains, comme quoi ce genre de détention est inhumaine. Alors comment se fait-il qu'une personne de ce genre-là, en Grande-Bretagne, n'ait pas accès à son dossier juridique? On lui demande de répondre à des accusations qu'il n'a pas pu lire. C'est indigne d'une démocratie. Et ceci augmente le niveau de stress. Alors, nous n'arrivons peut-être pas à le percevoir, mais si vous êtes soumis à l'arbitraire au quotidien, et si vous ne pouvez pas faire confiance à vos autorités, vous ne savez pas quelle sera la prochaine étape, vous ne savez jamais ce que vous pouvez dire devant les tribunaux, parce que de toute façon, il n'y a aucune perspective de succès, quelle que soit votre démarche juridique. Les juges ont des documents qui soulignent des conflits d'intérêts. Vos arguments, personne ne les prend en compte. Les juges, en audition publique, vous traitent de narcissiste alors que vous n'avez rien dit, à part que vous ne plaidez pas coupable. Comment voulez-vous avoir confiance dans ce système et quel est l'effet psychologique que ceci a sur vous? Apparemment, vous savez d'emblée que le monde entier est tourné contre vous. Ils cherchent un résultat pour le procès. Lorsque vous n'avez pas de contacts sociaux, ceci petit à petit déstabilise en profondeur.
Il y aura précisément les conséquences que nous avons pu observer, mesurer médicalement. Et ce sont tous les critères de la torture psychologique qui ont été remarqués. Il s'agit bel et bien de torture psychologique. Alors, j'ai écrit à tous ces États, tous m'ont répondu. Le Royaume-Uni a mis 5 mois pour me répondre, je vous l'ai dit. La Suède a répondu dès le mois de juillet en disant: ah, mais vous critiquez notre justice, mais la justice est indépendante et nous sommes le gouvernement, donc nous ne pouvons rien faire. Je leur ai écrit en disant que mon interlocuteur, c'est le ministre des Affaires étrangères dans tous les pays membres des Nations Unies, mais je vous demande de transmettre mes inquiétudes aux judiciaires et de demander qu'ils répondent. Et j'ai posé 50 questions pour 50 violations du code de procédure suédois, y compris des conflits d'intérêts très sérieux. Et je parle suédois. Je suis, entre autres, suédois. Donc j'ai pu lire les documents. J'étais très inquiet de voir ce qui se passait. Et j'ai posé des questions précises pour demander dans quelle mesure tel et tel élément était légal. Et j'ai reçu une lettre le 11 novembre disant pas de remarques. Mais si un État peut vous expliquer les raisons de son action et la légalité de ses actions, il va vous le dire. Mais si un État refuse d'expliquer, c'est qu'une confirmation de l'illégalité de la situation. Je me suis adressé aux États-Unis également, qui m'ont répondu: ah, monsieur Assange, je ne rêve pas de notre juridiction, donc nous sommes responsables de rien. Et nous ne pouvons pas vraiment être d'accord avec vous, comme quoi ce genre de pression que vous décrivez revient à de la torture. J'ai répondu pourquoi moi j'estimais que c'était les États-Unis qui étaient responsables, avec les autres, du traitement réservé à M. Assange, et que les États-Unis sont le moteur qui sous-tend tout ce qui s'est passé. Et j'ai également répondu en soulignant pourquoi, selon moi, M. Assange était exposé à des traitements, ou serait exposé à des traitements inhumains et dégradants aux États-Unis s'il devait y être extradé. Et j'ai fait référence à ce qui s'est passé dans la cour, le tribunal chargé des cas d'espionnage en Virginie orientale. Il y a eu également des lettres accusant M. Assange de toutes sortes de choses portant sur la propreté, la manière dont il traitait des chats. Enfin, moi, je ne pensais pas que dans mon mandat, j'allais devoir m'occuper du traitement réservé à des chats. Mais bon, c'est indigne d'un débat. Nous parlons de quelqu'un qui a présenté des informations soulignant une mauvaise conduite de la part d'un gouvernement. Et c'est pour ça. Et c'est ça qui devrait être jugé. S'il a mal agi, analysons son action politique, mais pas la manière dont il traitait éventuellement des chats. Parce qu'on détourne l'attention. En fait, chacun se concentre sur M. Assange, sur ses chats, sur sa planche à roulettes, mais sur son skateboard, mais personne ne s'intéresse sur son action. Ce qui est important, ce n'est pas M. Assange. Ce qui est important, ce n'est pas sa personnalité. Ce n'est pas Wikileaks. Ce qui est important, c'est l'information qu'il a dévoilée, sur laquelle personne ne veut enquêter, parce que ça montrait très haut dans beaucoup de pays. Alors, afin de ne pas être trop long, j'ai été en contact avec ces pays, j'ai réécrit, j'ai répondu. J'ai également reçu de la part de plusieurs sources des informations comme quoi la santé de M. Assange se dégrade à cause de l'arbitraire auquel il est soumis en permanence. J'attends de voir ce qui se passera
lorsque il sera devant la justice, parce que pour l'instant il est détenu en attendant son extradition, il est détenu dans des circonstances humiliantes. J'envoyais aux autorités britanniques une lettre de suivi en octobre et dans une communication de presse en novembre, j'ai dit combien j'étais inquiet pour sa vie. Je ne pense pas que ceci soit pris suffisamment au sérieux. Je pense que personne ne comprend quelle est la pression qui s'exerce sur quelqu'un qui est détenu en isolement, qui est exposé en permanence à l'arbitraire, et combien la santé de quelqu'un peut se détériorer, à quelle rapidité. Les experts médicaux m'ont tous les deux dit que la torture psychologique, ce n'est pas de la torture à la légère. Et je n'ai parlé pendant 20 ans avec des victimes de torture, je sais que la torture psychologique atteint au plus profond la personnalité de l'individu, l'identité de l'individu, et a des conséquences physiques. Que tout ceci peut entraîner une spirale fatale pour le système nerveux cardiovasculaire. Ceci doit être pris au sérieux. J'ai insisté auprès du gouvernement britannique pour qu'il libère M. Assange immédiatement et au moins d'alléger les conditions de détention qui sont les siennes. S'il ne peut pas mener une vie normale, retrouver la santé, il faut au moins qu'il puisse être détenu dans de meilleures circonstances et qu'il puisse avoir tous les dossiers pour préparer sa défense. Je serais ravi de répondre à vos questions, mais je pense que je m'en tiendrai là pour l'instant. Merci. Thanks very much. Merci beaucoup. Ce discours a été vraiment très émouvant. Au sujet d'Assange et de Wikileaks, ont été écrits sur les agences de renseignement, les moyens de surveillance, l'implication de responsables gouvernementaux, de banquiers, de responsables. On a exposé aussi les actions des différents gouvernements, l'intervention d'intérêts privés. On a vu comment ces conflits étaient organisés, quel profit on en tirait. Grâce à son travail de journaliste, Assange s'est rapproché de l'essentiel et va en payer le prix. Nous allons nous rendre en Australie, d'où est originaire Julian Assange. Robert Carr a été universitaire, journaliste. Il a été élu à l'Assemblée de la Nouvelle-Galles du Sud. Puis il a été Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. Puis il a été président du Parti travailliste australien. Et encore ministre des Affaires étrangères dans 2 gouvernements. Il s'est retiré de la politique en 2013, mais il reste présent dans la vie publique australienne. Il a publié ses mémoires en juillet 2019. Depuis la mise en accusation de Julian Assange, Bob Carr est intervenu à plusieurs reprises en sa faveur. Et ces interventions ont encouragé d'autres responsables politiques à demander au gouvernement de défendre Julian Assange. Je lui souhaite la bienvenue. It's a great honor to be able to talk to you and to say, first of all, before anything else, that the present condition of Julian Assange needs to be addressed. I think it's as brutally simple as this. If he were, God prevent, to die in prison, then the finger will be pointed with total justification
at the political leaders who've allowed him to be, according to my understanding, in maximum security, conditions of maximum security, with intermittent access to his legal representatives. And I'm also told from someone who was able, after a lot of trouble, to get permission to visit him recently, that he is denied access to the papers he wants to prepare his defence. This can only add to the stress that has already been described. And I want to send a message to my friends in London to think carefully about holding a political prisoner like this in maximum security, and think of how you might be held responsible should the worst happen. So that's the first thing I want to make, but I take this opportunity to raise the matter of the precedent. I've given some thought to the precedent involved here in America's interterritorial reach. And someone said in The Guardian, one of the former collaborators of Julian Assange, Alan Rusbridger, he said, acknowledging all his disagreements with Julian Assange, he was quick to say this, and I quote from The Guardian of May 26 this year. He was quick to say, quote, imagine the precedents if the Trump administration gets away with this. Israel and India have extensive nuclear weapons programs, each protected by ferocious domestic official secrets acts. Think of the outcry if the Netanyahu or Modi governments attempted to extradite a British or US journalist to face life in jail for writing true things about their nuclear arsenals. And I can think of some precedents here that could involve an Australian journalist. Imagine an Australian journalist working with a group of Papuans somewhere in the UK, and he or she puts on a website material from the Indonesian government secrets. It's an exact analogy with the Assange case, were the Indonesian government, in such a working example, to attempt to extradite this Australian journalist from the UK to have him or her face trial in Jakarta. How comfortable would Australians be at that? Or in the case of an Australian journalist with something to say from official secrets about the way the government of Myanmar was dealing with the Rohingya people. Imagine an Australian in the UK with the opportunity to post secrets from the government of Myanmar. And imagine again the analogy, as far as I can see, is absolutely precise. The government in Myanmar reaching out to get that Australian extradited from the UK, put on trial in Myanmar for breaching that country's National Secrets Act. And think of an Australian, for example, with secrets from the Indian government about their behaviour in Kashmir, or from the government of Beijing about their policies in Xinjiang province in respect to the Uyghurs. An Australian could post this material, and then, given the precedent that would be established by what's happening with Julian Assange and the American attempt to extradite him, be the subject, providing the extradition treaty existed between the UK and these governments, of a bid to bring him or her from the UK to face trial in their countries. So the extraterritorial reach, using of all things the Espionage Act, which has got a very dubious history in the United States, used to imprison, I understand in its history, critics of America's involvement in World War I, is very disturbing. But it's not unique to the United States. And as Rusbridger in The Guardian said, he used the adjective ferocious, describing the comparable legislation that the countries he nominated would be in possession of, capable of them using should this Assange precedent be entrenched. So the first thing that concerns me is the precedent about extraterritorial reach.
The second point is to insist on the public's right to know. Could anyone argue that we are poorer as citizens because we know the material that's just been described about bankers and arms dealers, about the brutality of democratic governments, about corruption, about collusion with corporations? Would anyone argue that we're poorer because our right to know has been fulfilled by the material that Mr. Assange has made public? And more particularly, do we have a right to know that during the Iraq War, a war embarked on outside international law, it had no approval in a resolution of the Security Council. Famously, the US and the UK failed to secure such a resolution of the Security Council. This was not a war that was able to invoke the principle of a responsibility to protect or a Security Council endorsement. So in a war conducted outside the realm of international law, an atrocity was committed. Did we have a right to know that American service people in their helicopter were able to take the lives down below on the ground, recorded on film, on video of Iraqi civilians? I think we did have a right to know. I think we're better, we're healthier because we know that happened. And I would have thought the better course for the authorities in the United States, rather in the spirit of Barack Obama pardoning Chelsea Manning, would be for the US to quietly drop this extradition, especially with the third point I want to make. And I'm drawing on material from the Australian Department of Defence, secured on freedom of information. This deals with the question of whether lives were lost as a result of the airing of these secrets. And we're lucky to have a swathe of material officially supplied with various redactions from the then Australian Defence Minister, which released in 2010, which establishes that a task force in the Department of Defence charged with looking at whether there was any loss of life or even the prospect of a loss of life, any damage done to Australian service people and their Afghan collaborators as a result of the release of the Assange material, the WikiLeaks material. And the conclusion of the task force was that no Australian collaborators in the Afghan population were compromised. Let me quote. The task force concluded that the leaked documents were tactical level operational reports containing, quote, information that is now sufficiently aged that it poses minimal threat, unquote. The task force says it was, quote, unlikely, unquote, that Australian or allied forces would be directly endangered by the leaks. The leaked documents did not contain, quote, any significant details about operational incidents involving Australians beyond that already publicly released, unquote. The task force also investigated whether, quote, WikiLeaks published any information that could put Afghan nationals at risk of retribution for their work with Australian forces. Continuing to quote direct from Australian Defence Department documentation. The investigation found that no Afghans with whom Australians had worked were identifiable other than those who worked with Australians openly, such as officials or community figures, unquote. So this internal review completely undermined comments by some commentators in Australia that, and I quote, the disclosures risked endangering coalition troops and could bolster Taliban insurgent propaganda, unquote. This is a very, very important release
of the work by the conclusions of a task force in the Australian Defence Department. It comprehensively rebuts the suggestion that lives were lost or even put at risk, the lives of Australian service personnel or the lives of their Afghan collaborators. And that reinforces the material that emerged during the Chelsea Manning trial when only one name was produced by the prosecutor, the American prosecutor, to make the point of damage as a result of these leaks, with the prosecutor, as I understand it, then having to retract because the release of that information didn't flow from WikiLeaks at all, but had been known, had been out there, known from another source entirely. So that's the second point I wanted to stress. The third point I wanted to stress, I should say, the fact that there is no proof of loss of life or even a threat of loss of life as a result of this release, the release of this material. I think something, I'm just talking about the political atmosphere in Australia, I think something the Australian government has got to think about very carefully is this, that should America win extradition and Julian Assange, an Australian citizen, be seen in television footage being escorted, perhaps with his arms in chains, across an airfield towards a US military aircraft, to be put on trial in the US, parts of the trial or all of it being held in secret, there will be a serious political backlash in this country. And if I were the Australian Foreign Minister, I'd be saying to my American counterpart firmly, but in a friendly spirit, we're a very strong ally of the United States. We prove that again and again and again. But my strong advice is that unless you want to risk a backlash in Australian public opinion against the behaviour of America, you should quietly drop this attempt to extradite an Australian, especially given that this would establish a very disturbing precedent. It would set back the right of the public to know about the behaviour of their governments, and especially as we Australians have confirmed that there was no loss of life and no lives even put at risk as a result of the WikiLeaks exposure. On the bottom line, freedom of the press is more important than punishing Assange. Just two things stand out as far as I'm concerned. One, he is an Australian, and the Australian government should intervene for his defence and intervene strongly now to see that his prison conditions are alleviated. And I appeal to my British friends, really, you can do better than this. If British justice means something, it means getting this bloke out of maximum security and seeing that he's got full access to his lawyers and to his papers. He exposed, the second point that is important from an Australian perspective is that he exposed things that deserve to be exposed and reinforced our right to know. In that spirit, we should be intervening strongly, and I hope Australia does pretty soon, to see that this extradition is quietly dropped, but in the meantime, his prison conditions are rendered humane. Thank you very much, Bob. That's a very strong. Merci beaucoup, Bob, pour cette intervention très importante. Ici au Parlement européen, nous vous en sommes très reconnaissants et la présence de tous les groupes ici autour de la table en est la preuve. Et je pense que c'est tous ensemble que nous pourrons agir et essayer d'améliorer la situation. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant prendre des questions.
Nous sommes limités par le temps, mais on essaiera de prendre toutes les questions. Il ne faut pas oublier qu'il est plus important de poser des questions que de faire des déclarations. Nous avons entendu 3 exposés très importants et donc je vous demande seulement de poser des questions aux 3 invités. Je voudrais donner la parole à John, le père de Julian, et ensuite à 2 journalistes, Anthony Balanch et Patrick Kamenke. Désolée si j'ai mal prononcé vos noms. Et puis je demanderai à mes collègues députés s'ils souhaitent prendre la parole. John. Thank you very, excuse me. Thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais souligner certaines des accusations auxquelles est soumis Julian. Vous avez probablement vu lors de sa dernière apparition devant un tribunal qu'il avait du mal à se souvenir de son nom et de sa date de naissance. Avant cela, il avait été fouillé corps et placé dans une sorte de cellule d'isolement. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. En tout cas, il était visiblement très perturbé et subissait un stress psychologique énorme. Les publications dont il s'agit ont été publiées au Royaume-Uni et en Europe. Donc, elles ont été publiées dans les médias européens, dans The Guardian notamment. Donc, c'est une affaire européenne. Et cet enlèvement d'un journaliste travaillant en Europe avec des médias européens, donc l'enlèvement judiciaire de ce journaliste est une préoccupation, est quelque chose de très préoccupant pour les pays européens et pour l'Union européenne. Ces publications de Wikileaks on a pu lire, par exemple, dans le cas du coup d'État en Bolivie, on a pu lire les noms de ceux qui étaient impliqués dans le coup d'État et leurs liens avec d'autres acteurs, notamment aux États-Unis. La présence devant un tribunal dont j'ai parlé, il s'agissait d'avocats australiens qui s'occupent notamment des droits des peuples indigènes. Plusieurs d'entre eux ont dit qu'ils n'ont jamais vu qu'un accusé soit amené devant le tribunal dans ces conditions de toute leur carrière d'avocat. Ils n'ont jamais vu un accusé amené devant la cour dans ces conditions pour se faire prononcer son accusation et risquer l'extradition. Alors que l'accusé ne se souvient même pas de son nom. Alors nous sommes confrontés sans cesse à cette persécution
de Julian. Il faut absolument que cela cesse immédiatement. Il y a un autre aspect dont on ne parle pas concernant Wikileaks. Avec la vidéo sur les meurtres collatéraux, Kristen Nelson s'est rendu à Bagdad en risquant sa vie et il a négocié pour pouvoir parler au neveu des 2 journalistes qui ont été assassinés. Wikileaks, Julian et Christian ont voulu donner des noms à ces morts. C'est un acte d'humanité fondamental. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas de Julian et de Christian. Ils ont nommé les morts, ils ont nommé, donné les noms à ceux qui ont été assassinés. Voir quelqu'un manifester autant d'humanité et agir avec autant de détermination pour nous apporter le plus d'informations possible pour que nous puissions à notre tour prendre des décisions concernant nos vies, pour faire face aux dangers, savoir qui sont nos ennemis, qui sont nos amis. Et aussi, ce qui est très important, c'est de donner des noms, de donner leurs noms aux morts. Merci beaucoup. Thanks very much, John. Merci, John. Des commentaires? Bien. Des questions concises maintenant. Anthony, pour commencer. Je vais m'exprimer en français. Oui, je suis Anthony Bélanger, le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Donc la Fédération internationale des journalistes est basée à Bruxelles, c'est la plus grande organisation mondiale. Elle représente 600 000 personnes, 600 000 journalistes dans le monde, et on est répartis dans 146 pays dans le monde. Et Julian Assange a fait l'objet évidemment d'une certaine campagne de la part de la Fédération internationale et de nos affiliés, notamment ceux qui sont basés en Australie, de la MEAA, notre affilié, le Media Entertainment and Arts Alliance, c'est un de nos 187 affiliés dans le monde. Et Julian est membre de notre affilié, donc à partir de là, nous, on l'a toujours considéré comme un journaliste. La question, elle est là. On l'a toujours considéré comme un journaliste. Alors, évidemment, toute l'affaire, le cas de Julian Assange constitue pour nous une véritable attaque contre la liberté de la presse et aussi une attaque au droit international. Aujourd'hui, nous, on pose une question assez simple. La Fédération internationale, on demande notamment à la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, notre amie Dunia Mijatović, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé quand elle travaillait à Vienne à l'OSCE. On lui demande donc si l'arrestation de Julian Assange et une éventuelle extradition vers les États-Unis sont bien conformes aux critères de la Convention européenne des droits de l'homme, car le journaliste, comme vous le savez, peut bénéficier de la protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Wikileaks a en effet été reconnu comme un média par un tribunal britannique et les informations partagées sont, comme vous le savez, comme ça a été dit, d'un intérêt public. Et la base, elle est là quand on est journaliste. Quand on publie quelque chose,
il faut que ce soit d'un intérêt public. Donc cette arrestation constitue une attaque à la liberté de la presse, au droit international et au droit d'asile, car il n'a fait que divulguer la vérité. La diffusion de documents, quand on est journaliste, ou d'informations d'intérêt public, comme je le disais, ne peuvent être considérées comme un délit. Donc cette affaire soulève pour nous une question fondamentale. Assange est citoyen australien, il n'est pas citoyen américain, il n'a commis aucun délit donc aux États-Unis. Il a divulgué des informations confidentielles, certes, mais qui ont été transmises par d'autres. Ça a été dit aussi par Madame Daly. Et bien entendu, il ne les a pas volées. Et même s'il les avait volées, la question pouvait aussi se poser. Donc cet homme n'a commis aucun crime. Son seul crime a été de dénoncer les malversations et les atrocités des autres, notamment en Afghanistan et en Irak. Donc la FIGE aujourd'hui, et je terminerai par cela, poursuit son combat international et se tient à la disposition de vous tous, parlementaires européens bien entendu, mais aussi rapporteurs spéciaux des Nations Unies. J'ai beaucoup apprécié la question sur la torture et c'est vraiment un angle, je crois, que nous devons aussi utiliser. Et bien entendu à tous les militants des droits de l'homme et de la liberté d'expression que j'ai aperçus ce matin. Donc on poursuit notre travail et on reste donc à vos dispositions pour poursuivre ce combat essentiel pour la démocratie, mais aussi par rapport au Conseil des droits de l'homme et à l'article 10 de la Convention. Je vous remercie. Patrick Kamenka. Patrick Kamenka. Je vais aussi parler en français. Évidemment, j'ajouterai quelques précisions à ce qu'a dit mon collègue et mon confrère Anthony. Je représente les syndicats français de journalistes qui ont signé avec les collègues australiens une motion lors de notre dernier congrès de la FIGE à Tunis pour soutenir le cas de Julian qui effectivement pour nous est un journaliste. La question ne se pose même pas. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a, comme les témoignages à la tribune l'ont montré, urgence à régler le problème et à empêcher la dégradation de sa santé, empêcher l'extradition vers les États-Unis, parce que ça, ce serait vraiment extrêmement grave. Et nous avons voté 2 motions à l'unanimité du Congrès qui demandent, je peux vous les lire en anglais, to take the case to the UN Human Rights Council, to call on the European Parliament and the Council of Europe to respect freedom of opinion. Je crois qu'à partir de ces 2 bases, il faut qu'avec l'équipe de défense, avec tous ceux qui sont ici présents, les parlementaires et les organisations nationales et internationales, nous employons toutes nos forces pour empêcher, pour sortir peut-être Julian Assange de sa condition déplorable et inhumaine de détention. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est un prisonnier politique. Et il faut que ça cesse. Dans l'Union européenne, on ne peut pas continuer sans que les grands médias, les médias mainstream comme on dit, ferment les yeux sur le cas de Julian Assange. Je crois que là, aujourd'hui, nous avons un véritable combat pour la liberté d'expression. Anthony a rappelé que l'article 10 de la Charte européenne le mentionne expressément. Toute personne a le droit à la liberté d'expression. Je ne cite que le début de la phrase. C'est l'intérêt général qui prime, c'est le droit. Vous savez que récemment le Parlement européen a voté une directive européenne pour les lanceurs d'alerte. Je crois qu'il faut utiliser tous les moyens, notamment l'octroi du droit d'asile aux lanceurs d'alerte, la protection des lanceurs d'alerte, etc., etc. Et je pense qu'avec l'équipe de défense, il faut voir s'il y a possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme qui, je cite, dénonce un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale, comporte le risque de saper, voire de détruire la démocratie au motif de la défendre.
Et dernière chose, en France, je crois que Julian Assange a un enfant qui est en France. Nous pensons, les syndicats français, peut-être interpeller le président Macron pour lui permettre, s'il le souhaite évidemment, d'obtenir l'asile en France le jour où il sera libéré. Merci beaucoup. Thanks very much. Merci beaucoup. Nous avons peu de temps. Donc, faites signe si vous voulez poser des questions. On n'a plus de temps pour des déclarations. Donc, si vous avez des questions pour nos trois invités, on pourrait regrouper quelques questions. Patrick, Mathieu. Comment appelez-vous? Jock Lonkling. Patrick Quire. Je suis très inquiet du fait que la publication en ligne des publications ne soit pas traitée de la même façon que le journalisme rémunéré traditionnel, ce qui ne prend pas en compte l'évolution de l'association et la révolution numérique. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour leur travail sur ce dossier. Monsieur Melzer, vous avez demandé qu'une lettre soit écrite pour la libération de Julian Assange. Sur quelle base? Ensuite, concernant son isolement, sait-on quelles sont les règles en matière de jurisprudence? A-t-on une jurisprudence claire en la matière qui aurait été violée par le Royaume-Uni? Troisièmement, si le tribunal britannique décide de l'extrader, pourriez-vous nous expliquer quelles seraient les possibilités juridiques d'appel? Est-ce qu'on aura le temps de faire appel auprès des cours européennes avant l'extradition? Car je me demande s'il serait possible d'examiner le cas dans la commission des libertés publiques pour obliger le gouvernement britannique à répondre aux questions auxquelles ils ne vous ont pas répondu. On va donner la parole encore à John. Merci beaucoup. Je représente le parti Brexit. Je suis britannique et je voudrais remercier nos intervenants. Je voudrais dire à John, je suis moi-même père et j'espère que si un de mes enfants se trouve en difficulté, je trouverai la passion et le courage de parler comme vous l'avez fait ce matin. Merci beaucoup. J'ai une question très simple. Je voudrais savoir ce que vous nous demandez à nous, députés, qu'est-ce que vous nous demandez de faire? Moi, je suis députée britannique. J'étais vraiment choquée par certaines des choses que vous avez dites aujourd'hui, mais je voudrais savoir ce que vous nous demandez de faire pour que nous puissions le faire. Merci. John Loughlin. Je travaille pour 3 députés néerlandais au groupe CR. J'ai 3 questions. Une s'adressant à David Green. 2 questions. Et une autre à Niels Melzer. Et aussi évoquer le problème du précédent que l'affaire Assange risque de créer. Je me suis informée dans des manuels et dans des articles et il semble que tous les précédents que nous craignons que cette affaire ne crée se sont déjà produits par le passé. Bon, je vais citer le nom de quelques personnes très impopulaires qui est le principe d'extraterritorialité a été invoqué lorsque le général Pinochet a été arrêté à Londres pour être jugé en Espagne pour des crimes qu'il a commis au Chili. Le président Milosevic est décédé à La Haye alors que son pays avait été attaqué illégalement par l'OTAN. Il a été exonéré par la suite par la Cour pénale internationale. Et aussi le précédent créé par
le procès de Charles Taylor, l'ancien président du Libéria, qui a été créé de toutes pièces par les Américains. Donc depuis 20 ans, nous sommes déjà sur la mauvaise voie et Julian Assange n'est pas la première victime, mais la dernière victime de cette tendance. Une question à David. La loi sur l'espionnage. L'espionnage est considéré comme une activité menée au nom d'un autre État. Et récemment, on parle aussi d'espionnage industriel. Alors, je voudrais savoir si la loi sur l'espionnage invoque uniquement les activités réalisées au nom d'un autre État ou implique cela, et est-ce que cette accusation a été portée contre Julian Assange. Monsieur Elzer, quel est le ministre qui vous a répondu lorsque vous avez écrit au gouvernement britannique? Est-ce Rory Stewart, ancien ministre des prisons, qui se présente maintenant comme un grand libéral et qui sera candidat à la mairie de Londres? Sorry, my mic wasn't on. I said. Merci pour vos questions. Nous allons demander à nos trois copains de répondre, là, comme ils estiment devoir répondre. Oui, alors la loi sur l'espionnage n'exige pas qu'il y ait eu action au nom d'un autre État. Il suffit que ces personnes aient agi en connaissance de cause, sachant que leurs actions pouvaient nuire aux États-Unis ou tourner à l'avantage d'un autre pays. Et dans l'acte d'accusation, il n'est écrit nulle part que Julian Assange travaillait pour un autre État. La seule affirmation est dans le droit à fil du texte de cette loi, à savoir il agit au détriment des États-Unis. Merci. Alors, il y a eu plusieurs questions. Sur quelle base ai-je demandé la libération? Eh bien, tout d'abord, le groupe de travail sur la détention arbitraire, il y a quelques années, avait déjà estimé que M. Assange était détenu de manière arbitraire à l'ambassade d'Équateur. Et je suis d'accord, son emprisonnement par la Grande-Bretagne violait les lois britanniques qui étaient arbitraires. La seule raison pour laquelle M. Assange aurait violé les conditions de liberté provisoire est qu'il demandait l'asile et avait reçu l'asile par un autre État membre de l'Union. Et ce n'est pas un délit, c'est, selon moi, une raison même pour une libération provisoire. L'incarcération est une sanction complètement disproportionnée pour un délit qui, en fait, n'en est pas un, selon moi. Mais, bon, ça, c'est une incarcération pour violation des conditions de liberté provisoire. Mais maintenant, la seule raison de l'incarcération, c'est l'éventuel risque d'échapper à la procédure d'extradition lancée par les États-Unis. Mais il ne faut pas pour ça le mettre dans une prison de haute sécurité et ne pas lui donner le moindre accès à quelque vie sociale que ce soit, à quelque document pertinent que ce soit. Ce qui est important, c'est de regarder la raison de la détention, la prévention de liberté est disproportionnée en l'occurrence. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'emprisonner pour l'instant et il y a encore moins de lui imposer une détention dans les conditions dans lesquelles il se trouve. Eu égard même à la procédure d'extradition. Parce que l'extradition devrait être refusée ou alors elle serait illégale forcément vu la situation. Voilà tous les aspects juridiques. Mais ensuite, vu sa santé, aujourd'hui, je demande également sa libération. Il est vraiment important que nous essayons de préserver les conditions dans lesquelles il vit. Et la priorité, c'est de protéger sa santé. Je pense que dans la situation actuelle, ce n'est pas possible. La procédure judiciaire n'est pas non plus respectée. Je vais vous demander sa libération immédiate. Et si la procédure d'extradition doit continuer, même si je ne pense pas qu'il puisse y avoir ici
une extradition dans le respect du droit, mais si cette procédure perdure, il faut quand même qu'il soit soumis à un autre type de détention, par exemple des arrêts à domicile. Alors, l'isolement. Il faut être très prudent lorsqu'on utilise l'isolement. Alors, quelqu'un est isolé, c'est de 22 à 23 heures par jour. Si c'est plus que 14 jours, à ce moment-là, c'est prolongé et peut être considéré comme un traitement inhumain et dégradant. Et ça peut être assimilé à la torture aussi. Il est inutile de calculer exactement le nombre d'heures. Est-ce que c'est 22, 23? Je pense que dans son cas, il est isolé de tout ce qui serait une vie normale, des contacts avec d'autres détenus. Même les détenus en haute sécurité peuvent avoir un minimum de vie sociale. Lui, il est entièrement isolé, entièrement seul. Il y a une superposition de mesures à son égard qui reviennent à un traitement dégradant et inhumain. Il n'y a aucune base juridique et c'est complètement disproportionné par rapport à n'importe quelle mesure, n'importe quelle demande d'extradition. Alors, les cas d'extradition, on pourrait s'adresser également au tribunal des droits de l'homme à Strasbourg. Alors, on pourrait peut-être utiliser comme base d'action le traitement inhumain. Il est inutile d'attendre la décision d'extradition pour ça. Il y a le comité contre la torture à Strasbourg et donc il s'agit ici de tactique. Moi, je ne suis pas son avocat et je pense qu'il y a son conseiller juridique a eu toute une équipe qui pourrait sans aucun doute travailler dans l'intérêt le meilleur de Julian Assange, mais il y a des procédures qui permettraient sans aucun doute d'aller au niveau international avant une décision de justice britannique. Et là, j'ai parlé du comité contre la torture, j'y suis très engagé, bien entendu. Que pouvons-nous faire? Que peuvent faire les députés dans leur pays? Eh bien, insister pour le respect de l'état de droit, tout simplement. Insister pour le respect de l'état de droit. Les droits de procédure de cet homme ont été violés pendant 10 ans par tous les États impliqués, à tous les niveaux juridiques et à chaque étape de la procédure. Je ne vais pas en faire la comptabilité ici. Vous pouvez lire mes lettres, toutes mes lettres sont publiques. C'est frappant et stupéfiant de voir que c'est possible. Et en tant qu'officiel, fonctionnaire des Nations Unies, je demande à ces pays de m'expliquer dans quelle mesure ils y voient ici le respect de la loi. Ils me répondent qu'ils n'ont pas d'autres commentaires à faire. Mais comment pouvons-nous maintenir un état de droit dans nos sociétés si même dans ma fonction, je ne peux pas m'adresser à des États européens, 2 États européens, la Suède et la Grande-Bretagne, sur leur respect de la procédure pénale. Ces pays ne me répondent tout simplement pas. Mais là, nous sommes tombés bien bas. Quel ministre britannique a répondu? Eh bien, mon interlocuteur, c'est toujours le ministre des Affaires étrangères. C'était M. Jeremy Hunt à l'époque. Et moi, je lui ai envoyé une lettre officielle et il a répondu par en tweet en disant que le rapporteur des Nations Unies ne devrait pas s'ingérer dans le système juridique britannique. Mais 2 semaines avant, son ministère m'avait invité à rendre visite à Julian Assange en ma fonction de rapporteur spécial sur la torture. Donc il s'attendait bien entendu à ce que je fasse un rapport sur la torture. Et dans son tweet, il a également dit que M. Assange pouvait quitter l'ambassade. Et moi, j'ai dit que sa liberté était celle de la personne qui était assise dans une petite barque en bois au milieu d'une horde de requins qui tournait autour de lui. Alors, moi, je m'en tiens à la procédure diplomatique. Mais si un ministre des Affaires étrangères répond en 5 mois seulement par un tweet, ça veut dire qu'il ne prend pas mon mandat au sérieux. Il ne prend pas mon rapport au sérieux.
Il ne demande pas d'enquête sur ce que moi je fais comme remarque, ce qui est très préoccupant pour la communauté internationale. À partir du moment où les États ne travaillent plus avec les institutions qu'ils ont mises en place pour protéger les droits des individus. Et enfin, alors la réponse m'a été donnée, je dis, par le ministre des Affaires étrangères, par le biais de la mission permanente britannique à Genève. Ensuite, vous avez parlé de Pinochet et d'autres. Alors, il y a quand même une différence importante en l'occurrence. Toutes ces personnes ont été accusées de crimes ou de délits pour lesquels il existe une juridiction internationale, violation des droits humains, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais M. Assange n'est accusé de rien de tout ça. Il les a mis à jour, il les a dévoilés, mais ceux qui sont responsables pour les délits qu'il a dévoilés, eux, n'ont pas été poursuivis par la justice. Or, il y a des juridictions, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de juridiction spéciale pour les journalistes d'enquête. Et faire du journalisme d'enquête n'est pas un délit que je sache. Merci. Bob. Bob veut peut-être répondre ou réagir. Sorry, we can't hear you there yet, Bob. What's the problem, Oisin or Fionn? What's that like? Can you hear me now? Yeah, that's perfect. Thank you. Yes, perfect. Yeah, I'll just make one very quick comment, and that is that I think the issue that faces all of us, in fact, right now, is to separate this week, next week, to separate from the broader issues of his the American extradition, his alleged offences, the defence that he has got to American allegations, to just separate that for the moment and see if we can get pressure to have his prison conditions alleviated, to see that he's got access to his lawyers, unambiguous access to his lawyers, he's got unimpeded access to whatever of his own papers he needs to have to prepare his defence, and that as a political prisoner, he's no physical threat to anyone. He is relieved of the burden of maximum security detention, that he is detained in minimum security. And surely there is the opportunity in your parliament to have people with contacts in the British government pay attention to this, first and foremost, and most immediately, to relieve the inhumane conditions that apply to him right now. Thank you. Thank you very much, Bob. Merci beaucoup, Bob. Nous allons conclure maintenant. Ou alors, vous pouvez encore poser quelques questions et Claire Daly va conclure le débat. Des demandes d'intervention pour poser des questions? Oui, je vous en prie. Quel est votre nom? Artiste de théâtre, je représente la compagnie Arena à Paris. Et par ailleurs, je suis aussi militante de Syriza, militante de base de Syriza. Je regrette que nos députés ne sont pas là. Je voulais savoir, d'abord réagir à la proposition de demander à M. Macron de donner éventuellement asile à M. Assange. Et j'ai peur que ça serait une vaine sollicitation, parce que justement Julian Assange se bat contre ce cynisme, parce que vous l'avez dit, il a fait un geste d'humanisme et il se bat contre le cynisme qui est prépondérant en ce moment en France, au sein du gouvernement français. Mais bon, peut-être qu'il y a, vous savez mieux, et qu'il y a quand même des petites opportunités d'y parvenir. Je voulais demander si le miracle se produisait, si par la mobilisation de la société
et de que certaines institutions et leurs représentants comme vous, Monsieur Melzer, je vous remercie du fond du cœur et vous tous les députés ici. Qu'est-ce qui est prévu pour Julian Assange? Est-ce qu'il pourrait retrouver comment le protéger après? C'est ça la question. Je suis très optimiste et je pose la question, une fois libéré, par miracle, comment sera-t-il protégé? Parce qu'il pourrait encore être une cible. On sait très bien que le monde est tenu par certaines mafias. Vous en avez parlé, le commerce des armes et des drogues. Et je fais une parenthèse pour dire que la personne qui a financé la campagne électorale en Grèce, donc du parti qui a gagné tout récemment, c'est un monsieur qui est accusé de commerce de drogue. Donc, comment on va protéger Julian Assange s'il sort de la prison? Est-ce qu'on pourra lui donner une autre nationalité? Si oui, laquelle? Est-ce qu'il pourra être engagé en tant que conseiller politique dans des députés ici présents? Est-ce, par exemple, pour avoir une protection et un lien avec une institution qui essaie de le défendre? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que on fait quoi avec lui après? Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. D'autres demandes de parole? Oui, je vous en prie. Zlatina Ruseva, je suis directrice artistique du Festival international du documentaire ici à Bruxelles, qui a été créé pour soutenir les ODD. Et un des sujets principaux de notre festival, un des thèmes principaux, ce sont les droits de l'homme. Nous sommes en train d'organiser une manifestation sur la justice. Nous avons filmé Assange pendant 5 ans, pendant qu'il était à l'ambassade. Et nous avons invité aussi le juriste Balthazar Garzón pour qu'il nous explique quelle est la situation juridique. Ce qui semble qu'il y a eu, on peut constater qu'il y a eu une violation de plusieurs lois internationales et des droits de l'homme. Donc je voudrais vous inviter à venir à cette manifestation qui aura lieu le 20 novembre au Palais des Beaux-Arts. Nous voulons vraiment que ce soit une grande manifestation pour encourager les journalistes à réagir. Car en fait, dans les médias grand public et dans les médias en général, il n'y a pas grand-chose sur l'affaire Assange qui vraiment qui soulève les questions liées à la société civile et à la démocratie. Il est important que les journalistes se défendent. Je viens d'un pays totalitaire, la Bulgarie. J'ai quitté mon pays justement à cause des attaques contre la liberté d'expression. Et je ne me serais jamais imaginé qu'ici en Europe occidentale, j'aurais à défendre la liberté d'expression et les droits de l'homme. Merci. Thank you. There was one other person there with their hand up. Je vois pas. Oui, bonjour. En fait, moi, c'est simplement un appel à l'aide que je voudrais faire. Je suis une citoyenne et je suis mobilisée avec le comité Assange
pour sa libération. Mais ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a des difficultés de communiquer, en particulier avec la presse. La presse ne nous a pas donné beaucoup d'écho et je suis ravie d'entendre Monsieur Bélanger qui s'exprime parce que on a envoyé des messages désespérés à la Fédération internationale des journalistes, à la Fédération européenne, et on n'a pas eu beaucoup de réponses. Donc j'ai beaucoup d'espoir en entendant le message aujourd'hui de Monsieur Anthony Bélanger. Et l'appel que je voudrais faire, c'est en effet, la plupart des personnes qui sont dans le comité sont des bénévoles, sont des citoyens, des activistes pour la paix, de milieux issus de toutes sortes de milieux, mais on n'arrive pas vraiment à faire les liens avec les autres, avec vous, parce que par exemple le Parlement européen, c'est un monde à part. Comment faire pour être plus efficace? Parce que nous allons suivre au jour le jour le cas Assange et nous voudrions bien plus d'aide et plus de relais entre les politiques et les différents membres de la société civile et les responsables politiques. Donc s'il y a quelqu'un dans l'Assemblée ici vers qui on peut se diriger, qui est basé sur Bruxelles, ce serait d'une grande aide pour nous, afin qu'on puisse penser à l'avenir et continuer à nous battre au jour le jour. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. On me dit que les interprètes devront nous quitter très rapidement, donc je vais demander à Claire Daly de conclure le débat. Je serai aussi bref que possible. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, vous allez peut-être n'arriverez plus à me suivre tout à l'heure, donc je m'en excuse. Alors, je voudrais tout d'abord remercier nos intervenants, Bob en Australie, qui a dû faire face à la différence horaire, mais en tout cas sa contribution a été très importante. David qui est venu des États-Unis pour nous apporter sa contribution, et aussi Neil pour sa contribution, son intervention très puissante. Nous avons vraiment eu le privilège de vous entendre et je pense vous exprimer tous ici en les remerciant, ainsi que John Shipton. Ils nous ont tous encouragés de redoubler d'efforts dans les nombreuses campagnes auxquelles nous participons. Et je crois que d'autres aussi qui ont parlé de la manifestation qui aura lieu à Bruxelles la semaine prochaine et d'autres activités organisées dans plusieurs pays du monde. Et sachez que pour ceux qui ont pris la peine de nous rejoindre ce matin, vous représentez des centaines de milliers de personnes, vos syndicats, vos ONG. Nous avons des représentants ici de la plupart des nations européennes. Et nous sommes très reconnaissants à nos collègues députés européens, surtout ceux qui viennent d'autres groupes politiques. Je crois que pratiquement tous les groupes ont été représentés ici, y compris des non-inscrits. Et pour revenir à la question qui nous a été posée, de savoir ce que vous vouliez que nous fassions en tant que députés, eh bien, c'est que nous fassions pression le plus possible. Le jugement sera rendu dans une petite salle à laquelle même la famille aura du mal à participer. Nous voulons que cette audience sur l'extradition se fasse en public et que l'on reconnaisse que les droits de l'homme de Julian ont été violés. Protester contre l'utilisation de toutes ces données personnelles, y compris médicales. Il s'agit d'une violation des droits de l'homme. Il faut que toutes ces données soient effacées. Mais en fait, ce que nous avons compris, c'est que, alors qu'il s'agit de la vie d'un seul homme, nous sommes maintenant tous conscients de la gravité de la situation pour la vie de Julian Assange. Mais il est aussi très important de prendre conscience des implications que cela représente sur le droit
des citoyens à être informés et pour la liberté de la presse. C'est pourquoi nous sommes venus parler de cela ici. Alors, je vous invite maintenant à partager un verre avec nous. Vous aurez l'occasion de discuter sur vos activités respectives. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des cartes postales au ministre de l'Intérieur de l'Union britannique, du Royaume-Uni, quel que soit le gouvernement qui sera en place suite aux prochaines élections. En tout cas, je vous remercie beaucoup et j'espère que nous pourrons continuer à travailler tous ensemble dans les semaines et les mois à venir.